grande réforme institutionnelle en 63 ans d'indépendance, depuis le 22 juillet 2023, le Mali est entré dans la 4e République. C'est à cette date exactement que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution issue du référendum du 18 juin 2023. Elle est l'une des demandes fortes du peuple malien exprimée lors des assises nationales de la refondation. C'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer les textes de la Constitution adoptés par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023, dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet. Pour rappel, la toute première constitution du Mali indépendant a été adoptée un certain 22 septembre 1960, également jour de la proclamation de l'indépendance lors du congrès extraordinaire de l'USRDA et consacré par ce discours du président Modibo Keïta. Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. C'est ce congrès qui a proclamé la Constitution du 22 novembre 1960, Constitution de la Première République, qui a permis à l'Assemblée législative territoriale du Soudan d'appréhender les prérogatives de l'Assemblée nationale du Mali. Et Modibo, qui était déjà le président du conseil du gouvernement territorial, a été président du conseil. La Deuxième République est intervenue à la suite du coup d'État de 1968 qui a mis fin la Première République, mais ce n'est que, je crois, 5 ou 6 ans plus tard qu'est intervenue l'adoption par référendum, cette fois-ci la Constitution du 2 juin 1974. Il est particulièrement important de rappeler que de 1960 à nos jours, le Mali a connu 4 constitutions et donc 4 républiques, étant donné que c'est la constitution qui marque la naissance d'une république, c'est-à-dire à chaque fois qu'on change de constitution, on change de république. Un autre coup d'État est intervenu le 26 mars 1991 qui va mettre un terme à la constitution de la Deuxième République. Il y aura également une période transitoire qui va s'ouvrir, au terme de laquelle la constitution de la Troisième République, celle du 25 février 1992, va être adoptée par le peuple souverain pour marquer la naissance de la Troisième République au Mali. Cette constitution, comme vous le savez, vient d'être mise en écart parce que tout simplement, il y a la constitution de la Quatrième République qui vient d'être entré en vigueur. L'homme politique Mamadou Sankaré Diblaise a une autre grille de lecture des réformes institutionnelles au Mali. Pour lui, il s'agit plutôt de 2 périodes, de 2 systèmes de gouvernance depuis l'indépendance du pays. La première va de 1960 à 1991, où la période dite de la pensée unique, et la seconde période de 1991 à nos jours, qu'il qualifie de pratique démocratique. Il faut inviter les gens à aller à l'analyse de 2 systèmes politiques. Le premier système politique, qui était pourtant à l'origine constitutionnellement républicain, démocratique, pluraliste et décentralisé, et qui, paradoxalement, a installé un système de gestion que j'appellerais, dans tous mes propos, dirigiste. Donc, ce système dirigiste est aussi en 2 époques. La première époque, c'est qu'il y avait ce système constitutionnel-là, certes, mais les gens occultent facilement que le coup d'État de 1968 n'a pas été perpétré contre un parti politique ou contre une république légale, mais plutôt contre la révolution. Parce que le vrai coup d'État politique et institutionnel, c'était le 22 août 1967. C'est ça, un coup d'État politique et institutionnel. À ce premier groupe système politique, je vais ajouter le système de 1974. Et ce régime était en parfaite opposition
avec la Première République dans ses dispositions constitutionnelles, parce que ce régime a disposé clairement d'un système de gestion étatique jacobin, déconcentré. Donc ces deux périodes-là, ces deux républiques, avec la période révolutionnaire de la dissolution du 22 août et tout, moi je les mets dans la période d'un système politique homogène à verser dans le passé politique du Mali. Maintenant, avec la révolution de 1991, on a assisté à la naissance d'un autre système politique. Même pas un régime, mais un autre système politique, une autre époque politique. Au Mali, les facteurs de changement constitutionnel sont à la fois endogènes et exogènes. Ils ont pour nom essentiellement la mauvaise gouvernance des affaires de l'État, l'insuffisance des textes ou encore la nécessité d'adapter nos textes aux principes communautaires. Et ce cocktail est le prétexte tout trouvé pour déclencher des mouvements, des révolutions populaires qui se terminent le plus souvent par un arrêt brutal de l'ordre constitutionnel. Les coups d'État, le Mali en a connu 4 et une rectification des lignes. Changer de constitution, il y a 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est le coup d'État. Quand il y a coup d'État, la constitution normale cesse d'exister immédiatement. Parce que la constitution ne définit pas le coup d'État comme mode d'accession au pouvoir. On fait appel à une constitution de transition sous forme d'acte fondamental ou une charte de transition ou une constitution de transition, peu importe la dénomination. C'est une constitution provisoire qui va réguler la période transitoire pour une période bien définie dans le temps, au terme de laquelle on va mettre en place une nouvelle constitution normale pour basculer à une nouvelle république. L'autre élément qui met un terme à une constitution, c'est la révolution. La révolution qui est à même de porter atteinte aux dispositions substantielles ou fondamentales de la Constitution. Et en cela, la Constitution cesse d'exister au profit d'une Constitution exceptionnelle pour une période également exceptionnelle, au terme de laquelle la constitution normale va être aussi invoquée. Et le troisième élément qui semble être le plus important, en raison de son caractère fortement démocratique, c'est le consensus. J'ai dit le consensus est tellement important qu'on peut se mettre d'accord pour violer un texte, cela ne remet pas en cause l'état de droit. Le facteur déterminant, c'est l'éternelle cassure. Vous remarquerez que aucune des constitutions du Mali n'est le fruit de la réflexion du besoin d'évolution et de changement consenti, réfléchi. Et dans une évolution normale de la société et de la vie institutionnelle. Ce sont des constitutions qui sont issues qui sont venues de façon brutale, de cassure. Il y a des facteurs endogènes qui dépendent des Maliens, mais il y a des facteurs exogènes qui ne dépendent pas aussi des Maliens, parce que le Mali, quand même, n'est pas isolé. Vous savez, quand vous prenez la carte de l'Afrique, nous faisons frontière avec 7 États, dont 5 de la CEDEAO et 2 du Maghreb. Donc ça veut dire que notre position peut faire en sorte que les gens soient jaloux de nous. Donc il y a en fait des raisons internes. Ça, c'est le mécontentement. Chacun peut trouver sa part de vérité là-dedans. Je ne vais pas juger les gouvernances de la Première République. La Deuxième République ne pouvait pas vraiment s'installer ça une constitution qui va dans ce sens. Et si vous voyez que la conférence nationale a demandé une nouvelle constitution, c'est parce que la deuxième était insuffisante. Et la troisième aussi était insuffisante. Et ça, tout le monde était conscient de cela. Que ce soit du temps de Alpha, du temps de la commission d'Aba, aussi bien que du temps de Ibeka, mais les Maliens
n'avaient pas confiance parce qu'il ne fallait pas toucher au mandat. Les 4 textes constitutionnels que notre pays connaît jusque-là présentent à la fois des ressemblances et des différences. Ils dépendent pour la plupart du contexte dans lequel les réformes ont été opérées et chaque réforme a connu des hauts et des bas. Il faut dire que sous les premières républiques, deuxième, alors on n'était pas véritablement dans un État qui se disait respectueux de l'État de droit. C'était la dictature du parti unique, qu'il soit de fait ou de droit. C'était le monopartisme de fait ou de droit, où il n'y avait quasiment pas d'élections disputées. Alors, tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de l'exécutif et aussi, il n'y avait pas quasiment de limitation du pouvoir. Donc, sous la Troisième République, il y a eu quand même un espoir qui était né suite à la naissance de la Troisième République. Mais dans la pratique également, il y a eu beaucoup de difficultés. Les institutions qui ont été créées n'ont pas permis d'être à la hauteur des attentes. Avec la naissance de la Quatrième République, nous espérons vivement que les échecs résultant des pratiques de ces différentes républiques puissent être vivement corrigés. Les similitudes sont que, premièrement, toutes les 4 constitutions ont été adoptées en période d'exception. Moribo venait d'une situation d'exception. C'est pourquoi le peuple n'a pas adopté la constitution. Il y avait urgence. La Deuxième République, j'ai dit, c'est le comité militaire de libération qui l'a fait adopter. Hein. Bon, la troisième, c'est le CTSP, c'était qui? C'était aussi les militaires, avec ATT. La quatrième, c'est Assimi. Une autre similitude, c'est que toutes ces constitutions ont connu un président fort, un exécutif très fort. La différence, c'est que le régime de la Première République était un régime parlementaire, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui était prépondérant. La Première République, c'était une république de parti unique de fait. À la différence de la Première République, peut-être tirant les leçons, l'UDPM était quand même conforme à l'article 5 de la Constitution de la Deuxième République, la première institution. Bon, la troisième a été différente de toutes celles-là parce qu'elle, quand même, elle a proclamé le multipartisme. La force des premières périodes, c'est que c'était des régimes politiques tenus. Encore une fois, le mot ne paraît pas simple, tenu. Et que les responsables étaient des dirigistes. Aujourd'hui, vous avez une notion édulcorée que vous aimez utiliser. Tout le monde veut passer à côté pour ne pas heurter. On dit, il faut franchement que l'État s'affirme. L'État avait la main de fer dans un gant de velours. Et dans la Deuxième République aussi. Mais quand vous faites une bonne lecture des slogans politiques révolutionnaires de l'époque, en 1991, qu'est-ce qu'on reprochait? C'était la pensée unique. Et c'était le mot de dictature. Bon. Au moins, on pouvait dire qu'ils exerçaient le pouvoir d'une façon. Mais avec la notion d'ouverture des libertés à tout va, dans le système politique que je prône, je dis, faisons en sorte d'organiser d'abord des libertés publiques. Ensuite, à partir de l'organisation de ces libertés publiques, nous pouvons déléguer des libertés individuelles. La 4e constitution qui est désormais en vigueur suscite beaucoup d'espoir chez les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Elle a le mérite d'avoir pris en compte les aspirations de toutes les forces vives du pays. Il y a beaucoup de dispositions qui prennent en compte des erreurs du passé, tout en les corrigeant. Mais il y a aussi beaucoup de dispositions qui sont manquantes. Alors, pour les dispositions qui sont consolidantes, on peut par exemple
cité le cas de la limitation des mandats. Ça, il faut quand même apprécier. Il y a une disposition qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et que la disposition qui parle de la clause limitative des mandats présidentiels ne peut en aucun cas faire l'objet de révision. Ça veut dire que le verrou désormais de la clause limitative des mandats présidentiels devient total, ce qui constitue une bonne nouvelle pour la garantie du principe de l'alternance démocratique au sommet de l'État. Ensuite également, il y a la Cour des comptes qui va être créée, qui va désormais permettre la création d'une juridiction spécialisée en matière de comptes, de régularité des comptes et des recettes de l'État. Ça également, c'est des éléments encourageants. Ensuite, le Parlement bicaméral. C'est-à-dire le Parlement va comporter désormais 2 chambres. Cela aussi peut constituer des éléments qui puissent nous permettre de maîtriser la crise de la démocratie représentative. L'autre élément encourageant qu'il faut saluer dans la 4e République, c'est la démocratisation de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature dans la Constitution. Comme vous le savez, le Conseil supérieur de la magistrature tranche sur des questions qui traitent la discipline et la carrière des magistrats. Et désormais, non seulement les citoyens seront habilités à se faire entendre devant cette institution. Ensuite, la composition a été élargie à d'autres membres, ce qui se trouve extrêmement important. Ensuite, la Haute Cour de justice qui va être supprimée, qui va disparaître de l'ordonnancement juridique. Comme vous le savez, depuis que cette institution a été créée en 2015, je crois, elle n'a quasiment pas eu de clients. C'est-à-dire à chaque fois, on constate que les ministres et les présidents ont toujours commis des infractions sans pour autant s'en inquiéter. La Haute Cour de justice, qui est chargée de les juger, n'est jamais parvenue à les juger. Mais là également, il ne faut pas en vouloir à la Haute Cour de justice parce que c'est les conditions de mise en accusation qui posent problème. Voilà pourquoi la question de la destitution qui se trouve dans la Constitution de la 4e République, pour beaucoup, c'est un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Ça a toujours existé au niveau de la Haute Cour de justice, dont la culpabilité d'un président, naturellement, allait conduire à sa destitution. Ensuite, la question de la stabilité de l'exécutif bicéphale, ça aussi c'est extrêmement important. Désormais, c'est le président qui va définir la politique de la nation et non le gouvernement. Parce que c'est le président qui est élu sur la base d'un projet de société, sur la base d'un programme. Il faut qu'on lui donne la latitude de définir à lui sa politique. Pour les membres de la Cour constitutionnelle, il faut dire que le caractère unique de leur mandat est tout aussi encourageant et cela crée les conditions d'une véritable indépendance et impartialité des membres de la Cour constitutionnelle. Ensuite, le président il va prêter serment désormais devant la Cour constitutionnelle et non devant la Cour suprême qui ne joue quasiment aucun rôle. Nos préoccupations ont été prises en compte dans la nouvelle constitution parce que d'abord on a reconnu dans cette nouvelle constitution notre mission de veille citoyenne qui n'était dans aucune des constitutions. Nous avons maintenant ce rôle et ce rôle nous allons légiférer pour que nous puissions effectivement l'exercer en toute légalité. Ça c'est une avancée extraordinaire. Il y a la reconnaissance du droit à l'alimentation, à l'eau, qui n'y était pas. En tant que société civile,
Nous luttons pour ça, pour que les citoyens puissent avoir droit à accéder aux aliments, hein, à accéder à l'eau. Hein. Nous luttons aussi pour que tout le monde soit pris en compte et que personne ne soit laissé au bord du goudron. La lutte contre la corruption, la délinquance financière, c'est quelque chose que nous avons dénoncé pendant combien d'années? Ça, nous disons que c'est des avancées que sur laquelle la société civile est à cheval. La Constitution elle-même n'est pas la loi. Mais la Constitution est la source du droit. Je veux dire par là que la Constitution, c'est, si vous voulez, la prise en charge de toutes les émotions, la prise en charge de toutes les attentes, la prise en charge du passé, du présent et la balise pour l'avenir. À la lumière de tout ça, le constituant du 22 juillet a voulu régler ces questions, corriger ces tares, en même temps prendre en charge les failles qu'il y a eu, les combler, et prendre des dispositions pour que ces choses n'arrivent plus. En cela, la Constitution du 22 juillet 2023 vraiment a des dispositions assez complètes. Pour autant, les attentes des populations restent toujours fortes. C'est dire que les futurs dirigeants du pays devront avoir comme seule boussole la satisfaction des besoins vitaux de leurs compatriotes. Sous-entend que dans sa mise en œuvre, nous avons des visages qui aiment le Mali profondément et qui vont se mettre au-dessus de la mêlée au service du peuple malien. Cette constitution est un nouveau départ institutionnel et qu'il faut être clair sur un point. C'est que désormais, les responsables du Mali, à tous les nouveaux, doivent s'approprier des textes de gestion du Mali. Savoir quelles sont les dispositions précises en chaque matière, dans chaque secteur, et travailler avec l'esprit d'application de ces dispositions. Le pilotage automatique institutionnel, textuel, ce sont les hommes chargés de leur application qui feront de nos institutions de vraies institutions. C'est par l'incarnation de ces institutions au quotidien que nos populations se rendront compte qu'elles existent. Si les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, ont été mis en place, ils ne peuvent que mettre en œuvre cette loi fondamentale. Et nous verrons que ça va nous sortir de l'ornière. Maintenant, ce qui reste aussi, il faut que nous, citoyens, que nous nous engageons aussi à côté de ceci. Ce qui va, il faut vraiment le dire, travailler sérieusement. Ce qui ne va pas, il faut dénoncer et faire en sorte qu'on enlève pour que nous puissions aller de l'avant. Je souhaiterais qu'il y ait une mise en œuvre efficace de cette constitution. Je pense que la nouvelle constitution comporte des éléments assez importants. Mais une chose est d'écrire des choses dans la constitution, l'autre c'est de l'application. Quand même, moi, j'apprécie beaucoup la nouvelle constitution. Vraiment, je veux que ça soit dans la sincérité et que tout soit clair là-dedans. Vraiment. Pour donner la vraie image à notre nation. À propos de la nouvelle constitution, ma préoccupation, c'est la promotion des langues nationales. Vraiment, je souhaite que le Bambara soit la langue officielle ou la langue de travail de toute l'administration malienne. Je pense que la nouvelle constitution est presque complète. Mais de mon point de vue, ce qui manque, c'est de convenir d'une modification ou d'une révision du texte constitutionnel tous les 30 ou 40 ans, car les choses évoluent avec le temps.
Comme dit l'autre, les textes ne valent que ce que les hommes en font. Sur les 3 premiers textes constitutionnels, seule la Constitution de février 1992 a vécu une trentaine d'années, non sans être l'objet d'au moins 4 tentatives de modification. La nouvelle Constitution qui nous ouvre les portes de la 4e République sortira-t-elle indemne des enjeux futurs qui pointent à l'horizon et sur le long terme? 2 qualités seront nécessaires pour y parvenir, la pertinence du document et la tolérance des acteurs politiques que l'État saura apprécier.